Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans 28. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission hors série, un club bien particulier pour revenir sur l'actualité de cette année 2021 et mieux se projeter sur 2022. Avec nos invités correspondants de la presse étrangère, nous nous pencherons sur 4 dossiers internationaux aux lourds enjeux. Tout d'abord, les négociations sur le nucléaire iranien qui ont repris après l'arrivée de Joe Biden au pouvoir, mais les discussions piétinent à cause de la surenchère de Téhéran. Alors, est-il encore temps d'éviter un affrontement alors qu'Israël semble se préparer à frapper l'Iran? Puis nous nous pencherons sur la question migratoire que plusieurs pays voisins utilisent désormais comme un moyen de chantage sur l'Europe. Nous reviendrons également sur cette deuxième année de crise sanitaire avec l'irruption du variant Omicron qui condamne le vieux continent à reprendre des mesures coercitives. Enfin, nous évoquerons les enjeux de la présidence française du Conseil de l'Union européenne dont Emmanuel Macron prendra les rênes dans 11 jours, le 1er janvier. Mais avant le 1er janvier, approche Noël, n'est-ce pas, Sonia Kironi? Bonsoir à vous. Vous serez gâtés? Ah bah j'espère. En tout cas, vous avez été bien sage pour en témoigner. Voilà. Bienvenue à vous, Sonia, ravi de vous retrouver. Bonsoir Frédéric Saez. Bonsoir Renaud. Vous avez déjà été gâté avec un petit peu d'avance. Hein. Oui, oui. Très beau col roulé, n'est-ce pas? Ouais, voilà. ouais. Il vous voit très bien, bien sûr. Merci. Et au pupitre, Erwan Terrier. Salut Erwan, bienvenue à vous et à vos crayons et à vos qualités de dessinateur que vous exprimez notamment dans Schnock, bien sûr, dont voici la couverture avec une splendide Claudia Cardinal, il faut bien le dire. Bravo Erwan, bravo pour tout. Et nous accueillons donc nos 2 clubistes de ce soir. Bonsoir Myriam Amellal. Bonsoir. Ravi de vous retrouver Myriam. Vous êtes journaliste à France 24, vous êtes aux commandes du Journal de l'Afrique et de l'émission hebdomadaire Express Orient. Bienvenue à vous. Merci. Et à vos côtés, Richard Verly. Bonsoir Renaud. Correspondant à Paris du quotidien suisse Le Temps. Bienvenue à vous Richard. Et tout de suite, Frédéric, nous allons commencer par la première actualité. Ce premier dossier, c'est donc la négociation qui a repris sur le nucléaire iranien. Oui, d'ailleurs, ça fait 20 ans que ce dossier du nucléaire iranien pollue les relations internationales. L'accord obtenu péniblement en 2015, on s'en souvient, avait été déchiré par Donald Trump. Le 29 novembre dernier, des négociations ont repris pour tenter de ressusciter cet accord. Myriam Amellal, selon vous, y a-t-il des raisons d'être optimiste ? C'est difficile à dire, mais ça va être compliqué. Ça l'a été déjà en 2015. Ça ne s'est pas fait en 2 jours. On s'en souvient. Et ça va être encore plus compliqué aujourd'hui parce que les acteurs ne sont plus les mêmes. Et aussi parce qu'il y a... Parce que les États-Unis regardent ça de loin, entre guillemets. Ils sont indirectement dans les négociations. Et puis les acteurs iraniens ne sont plus les mêmes. On est face à des ultra-conservateurs qui n'ont pas les mêmes ambitions. Et il faut rappeler tout de même que l'Iran n'est plus la même Iran qu'il y a quelques années. Il y a eu... en novembre 2019, des manifestations assez importantes, juste avant la crise sanitaire, où on a entendu dans les rues des slogans comme « Mark Barg Khamenei », qui veut dire « à mort Khamenei ». L'ancien président. Voilà. On a plus l'habitude d'entendre Mark Barg America, et aujourd'hui on voit que l'ennemi est plus interne et que ce régime a tout intérêt à dresser un ennemi extérieur pour pouvoir se maintenir. Il y a aussi une crise intérieure. Est-ce que la volonté des Iraniens d'avancer dans ce dossier nucléaire est réelle? J'en doute. Et c'est pour ça qu'il faut aussi voir ce côté-là. Et de ce point de vue-là, moi je ne suis pas très optimiste. Richard Verly, il y a une crise interne au régime iranien, comme le disait Myriam Amellal à l'instant. Et puis il y a aussi la volonté peut-être de l'Iran de jouer sur la rupture de confiance avec les États-Unis, puisque les États-Unis ont déchiré sous Donald Trump cet accord. Donc ils ont beau jeu de dire, de réclamer des gages avant de faire de nouveau confiance. Oui, et je pense qu'il y a quand même tout lieu d'intérêt d'être inquiet parce que on est dans une phase où clairement l'autorité de Joe Biden est affaiblie. Au niveau international, d'une part. D'autre part, l'Europe, qui avait pris un rôle tout à fait déterminant dans la précédente négociation, celle qui avait mené à l'accord de 2015, est beaucoup plus effacée aujourd'hui, ou en tout cas, on n'a pas le sentiment qu'elle est autant impliquée qu'elle ne l'était. Et face à cela, il y a de la situation iranienne que Myriam vient de résumer. Donc, moi, je serais plutôt inquiet. J'ajouterais un élément. En général, lorsque des frappes, lorsqu'une action militaire a lieu, ça a souvent lieu dans des moments comme ça, des moments un peu gris, où on se demande ce qui va se passer. On n'est pas dans un moment de forte confrontation. Et c'est à ce moment-là que certains prennent des initiatives, et ça pourrait être le cas pour Israël. Vous pensez d'ailleurs qu'on en est là, on en est au bord de ces frappes militaires, au moment où l'Iran s'est affranchi évidemment des conditions de l'accord, enrichi encore plus l'uranium que ce qui était prévu à l'époque. Est-ce qu'on est au bord de frappe? Évidemment, je n'ai pas les informations et je ne peux pas le dire, mais je crois que je ne vois pas comment Israël peut laisser
au fond, l'Iran, je dirais, arriver de manière débridée jusqu'à l'arme nucléaire. Il faudra qu'il fasse quelque chose. Et par ailleurs, là aussi, on en revient à Joe Biden, affaibli également vis-à-vis d'Israël. Avant, au moins, la chose dont on pouvait être sûr, c'est que Bibi Netanyahou, le Premier ministre israélien, ne faisait rien ou ne ferait rien sans Donald Trump. Aujourd'hui, ce n'est pas si évident. Eh bien justement, on va écouter son successeur, excusez-moi Myriam Amellal, puisqu'Israël met la pression sur ce dossier. Oui, le Premier ministre israélien Naftali Bennett qui s'est exprimé sur le sujet. L'Iran ne mérite aucune récompense, aucun accord commercial et aucun allègement des sanctions, compte tenu de leur brutalité. J'appelle nos alliés du monde entier, ne cédez pas au chantage nucléaire de l'Iran. Ne cédez pas au chantage, Myriam Amellal, c'est ce que vous disiez. Oui, j'allais parler de Naftali Bennett, justement, qui était en voyage aux Émirats Arabes Unis. Et parmi l'un des dossiers les plus importants qui était sur la table, c'est l'Iran. Parce que, officiellement, c'est pour sceller ce rapprochement avec ces pays arabes qui ont reconnu l'État d'Israël. Mais officieusement, c'est aussi de parler de son ennemi en commun, l'Iran. Il faut savoir qu'on n'est pas sur un terrain simplement nucléaire iranien, États-Unis, Israël. Il y a aussi des conflits internes au Moyen-Orient, un bras de fer entre les sunnites et les chiites. Et là, on est typiquement dans ce rapprochement-là entre Israël et les Émirats Arabes Unis et Bahreïn, puisqu'il y a eu des manœuvres militaires avec Bahreïn aussi. Commune. Il faut rappeler juste au passage que Bahreïn est un émirat gouverné par, une famille royale sunnite, mais que la majorité de la population est chiite, et qu'en 2011, lorsqu'il y a eu une révolution, celle de la Perle, ce sont les chars saoudiens qui ont écrasé cette révolution. Donc on voit bien qu'il y a aussi d'autres enjeux dans cette région, en dehors de la pure question nucléaire iranienne, qui va aussi être sur le tapis. Et c'est pour ça qu'il faut craindre, justement, il faut espérer, en tout cas, qu'il y ait un accord et qu'on ne va pas vers une escalade militaire. Richard Verly, un autre risque peut résider dans un risque de prolifération de l'arme nucléaire, justement, y compris à l'échelle régionale ? Alors oui, en tout cas, si l'Iran venait à se doter de l'arme nucléaire, effectivement, la question se poserait immédiatement pour l'Arabie saoudite. Encore qu'on peut penser que l'Arabie saoudite a quelque part déjà l'arme nucléaire via les États-Unis. Mais il y a une autre prolifération qui a lieu récemment. C'est celle des Émirats Arabes Unis qui ont commandé, je crois, 80 Rafales à la France. Pourquoi pensez-vous que les Émirats se dotent d'un si grand nombre d'avions? On voit bien qu'il y a une course aux armements, et cette course aux armements, elle est directement liée, non pas à l'arme nucléaire, mais au fait qu'il s'agit de faire face à l'Iran, à une puissance dont tout le monde redoute les éventuelles actions dans le futur. Il y a 3 pays européens qui sont engagés dans ces négociations, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni. En 2015, il n'y avait pas encore eu le Brexit. Selon vous, est-ce que les Européens peuvent parler d'une voie non pas unique, mais commune, avoir des intérêts en commun dans cette négociation? C'est ma préoccupation. Vous savez, tout à l'heure, quand on a regardé la photo, on a vu, il y avait la négociatrice européenne de l'époque, Mogherini, l'italienne. Elle s'était énormément impliquée. C'était la chef de la diplomatie de l'Union européenne. À l'époque, elle était chef de la diplomatie de l'Union européenne. Aujourd'hui, celui qui lui a succédé, c'est Josep Borrell, l'Espagnol. Il est beaucoup moins présent sur ce dossier. Et donc, je crois qu'il y a une difficulté entre les Européens, non pas pour se mettre d'accord, ils sont évidemment d'accord sur l'objectif, mais pour travailler ensemble à la négociation, sans doute parce que Joe Biden leur dit « laissez-moi faire, c'est moi qui vais m'en occuper », mais peut-il vraiment s'en occuper ? Sinon, il y aurait bien un autre moyen, un peu plus pacifique, n'est-ce pas, Erwan Terrier, de résoudre ce conflit entre Israël et l'Iran ? Oui, car la tension monte entre Israël et Iran. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Voilà une alternative. Merci Erwan. On va passer à votre duel, Frédéric. Votre duel, c'est une nouvelle version de La Cigale et la Fourmi. Absolument. À ma gauche, Jean Castex, 56 ans, Premier ministre. À ma droite, Pierre Moscovici, 64 ans, le patron de la Cour des comptes. Le premier est chargé de mettre en musique le plan de relance, le plan d'investissement, ces milliards d'euros qui sont déversés dans les secteurs stratégiques de l'économie française, l'hydrogène, le numérique, les transports. La semaine dernière, Jean Castex était encore dans les Vosges en visite dans une gare pour annoncer un plan de relance du ferroviaire, plusieurs milliards d'euros pour rénover les petites lignes françaises. Pendant ce temps, le second, Pierre Moscovici, est lui chargé de contrôler les dépenses. Et devinez quoi, il commence à s'inquiéter de l'addition totale. Bref, pendant que Jean Castex relance le train, Pierre Moscovici, lui, tire le signal d'alarme. Le premier président de la Cour des comptes a publié ces jours-ci une série de notes dans lesquelles il implore le gouvernement de ne pas oublier le montant faramineux de la dette, 115% du PIB, la richesse nationale produite en un an. Pour la France, en Allemagne, c'est moins de 60%.
Mais Jean Castex, lui, évidemment, il doit faire face à d'autres priorités. Il y a les soignants qui manifestent, qui sont à bout. Il y a les professionnels de la justice, on l'a vu aussi la semaine dernière, qui craquent, sans parler de l'inflation qui grignote le pouvoir d'achat. Bref, pour le chef du gouvernement français, l'heure n'est pas au tour de vis budgétaire. Alors bien sûr, Pierre Moscovici reconnaît qu'à court terme, le quoi qu'il en coûte était finalement raisonnable, mais il utilise aussi un vocabulaire qui est un peu moins agréable. Il évoque des gisements de performance au sein de la fonction publique, des réformes obligatoires, des fonctionnaires managers. Attention à ce vocabulaire, mais ce n'est pas seulement le quoi qu'il en coûte qui donne des sueurs froides aux surveillants des dépenses publiques, c'est aussi bien sûr la campagne présidentielle française. Dans leur programme, les candidats font couler à flot les milliards d'euros, ils s'enivrent de promesses toutes plus grandiloquentes les unes que les autres. Prenez garde au lendemain qui déchante, prévient Pierre Moscovici, qui est un peu dans le rôle de cet ami qui vous prévient de ne pas trop boire quand la soirée bat son plein. Les soirs de réveillon, enfin notamment. Exactement, dans quelques jours. Alors, il le dit avec ces mots, Pierre Moscovici, le prochain quinquennat devrait être celui de la maîtrise de la dette. Autrement dit, Jean Castex, attention à la gueule de bois financière. Richard Verly, dans cette campagne présidentielle, on a l'impression qu'on parle moins de l'endettement, moins de la dette que dans les campagnes précédentes. C'est à tort, selon vous ? On n'en parle pas du tout. Il y a une seule candidate qui en a parlé, c'est Valérie Pécresse, à ma connaissance, qui en a même fait le leitmotiv durant les différents débats. Et quant à Pierre Moscovici, alors moi, d'un point de vue personnel, et là c'est le Suisse qui s'intéresse aux chiffres qui parle, je pense qu'il a raison. Le problème, c'est que c'est effectivement celui qui vous dit que vous avez trop bu, mais il ne peut pas vous ramener chez vous parce qu'il n'a pas la voiture. Parce que ce n'est pas lui qui a le pouvoir. Donc il est dans son rôle. N'oublions pas qu'il a été avant commissaire européen chargé des questions financières, donc il connaît les conséquences que le déficit public et autres peut avoir. Et ministre des Finances. Absolument. Il connaît les conséquences que ça peut avoir pour la position de la France au sein de l'Union européenne, mais très franchement, on a l'impression que Jean Castex le laisse parler et n'y prête pas beaucoup d'attention, ce qui me paraît franchement assez désolant d'un point de vue institutionnel. Je trouve que la Cour des comptes est une institution qui, en France, j'utiliserai pas le mot méprisé parce que c'est sans doute pas vrai, mais qui n'a pas le rang qu'elle devrait avoir, notamment lorsqu'elle fait ce genre d'avertissement. Mais Myriam Amellal, est-ce qu'en même temps, le fameux quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire l'impact de la crise, justement, n'a pas un peu chamboulé tout ça ? Pas seulement, d'ailleurs, à l'échelle française, puisque même l'Europe a décidé, a accepté de créer de la dette mutuelle pour la première fois. Oui, bien sûr que ça a chamboulé. Alors moi, je ne suis pas suisse et je ne suis pas du tout intéressée par les chiffres, je tiens à le préciser, mais ce qui est évident, c'est que c'est venu chambouler tout. Et aujourd'hui, c'est difficile de dire il faut réduire les coûts, parce qu'on est encore dans la crise sanitaire, on n'en est malheureusement pas sorti. Et quand on entend dire qu'il faut réduire les dépenses, alors que d'un autre côté, on voit l'état des hôpitaux, qu'il n'y a plus d'infirmiers parce qu'ils ne sont pas assez payés, et qu'on dit qu'il faut réduire les coûts, on se demande comment ça va être. Les candidats qui évoquent en général la réduction des coûts, par exemple, ont du mal à préciser exactement dans quel secteur ou dans quelle administration couper. Exactement. Et en tout cas, on imagine mal des réductions dans le système sanitaire, surtout après la crise. Ça va d'ailleurs être l'un des arguments forts d'Emmanuel Macron. On l'a vu la semaine dernière lors de son intervention. Lorsqu'il se retrouvera soit dans un débat, soit en confrontation avec Valérie Pécresse, il lui demandera à coup sûr où est-ce que vous allez couper les fonctionnaires, qu'est-ce que vous allez supprimer. C'est là-dessus qu'il va baser son discours. Alors sinon, il y a bien quelques gisements éventuellement d'économie, n'est-ce pas, Erwan Terrier, vous en avez trouvé ? Moscovici est bien placé pour parler de gaspillage. Avec son salaire de Cour des comptes, retraite de parlementaire, sa retraite de député, est-ce qu'il ne serait pas temps d'arrêter le gavage des hauts fonctionnaires ? Merci Erwan. On va passer à un deuxième dossier d'actualité, Frédéric, c'est la question migratoire, toujours la question migratoire qui divise l'Europe. Oui, avec des migrants d'ailleurs utilisés comme arme de chantage. On l'a vu à la fin de cette année avec la Biélorussie à la frontière polonaise. Avant cela, le président turc Erdogan avait aussi joué avec les nerfs de la Grèce. L'Europe est-elle vulnérable à ces tentatives de chantage et comment y répondre ? Myriam Amellal, la semaine dernière, la Commission européenne a lancé une réforme de l'espace Schengen pour renforcer les frontières extérieures. Est-ce que pour vous, c'est une bonne première réponse ? Oui, c'est un début de réponse, mais il faut voir aussi la réalité en face. C'est bien de chercher des solutions, mais je pense que trouver des solutions dans des situations d'urgence sont des solutions à court terme. Il faut voir aussi les solutions à long terme. Aujourd'hui, on est face à une situation au Moyen-Orient qui est explosive. La situation en Irak, la situation au Liban, où il y a une crise économique sans précédent, la situation en Syrie. Il y a aussi l'Afrique. Il y a eu un coup d'État au Soudan. Il y a la guerre en Éthiopie.
il y a ce qui se passe au Sahel, il y a la Libye qui se prépare à des élections aussi, où la situation est chaotique. Voilà, le flux migratoire viendra de là. Oui. Et en l'occurrence, Loukachenko a fait quand même venir par avion à Minsk, qui n'est pas la route la plus évidente. Alors, il faut effectivement trouver des solutions à court terme à ces problèmes et à faire barrage à ces chefs d'État qui utilisent la question migratoire comme une arme. C'était le cas d'Erdogan. Il s'en est servi, mais j'ai envie de dire, à toutes les sauces. Il s'en est servi avec l'Europe. Il s'en est servi aussi des migrants comme mercenaires en Libye au service du soft power turc. Il s'en est servi aussi pour des questions démographiques à la frontière syrienne dans des zones pour réduire la démographie des Kurdes en implantant des populations arabes. Il s'en est servi à tout va. Et aujourd'hui, il faut trouver des solutions justement pour faire en sorte que la question migratoire ne devienne pas un moyen de pression sur l'Europe. Ça, c'est évident. Richard Verly, Erdogan s'en est servi et l'Europe avait passé un accord d'ailleurs avec lui en ce sens. À l'initiative de l'Allemagne notamment. Moi, je ne crois pas que l'Europe soit en situation aussi fragile par rapport à la menace migratoire. Finalement, aujourd'hui, on est dans une situation où tous les pays européens sont d'accord pour, il faut bien dire, se barricader. On peut le regretter, on peut estimer que ce n'est pas les valeurs européennes. Le débat mérite de continuer, mais il y a un accord unanime là-dessus. Quand Emmanuel Macron propose, lors de sa conférence de presse sur la présidence française, vous allez en parler tout à l'heure, de réformer Schengen pour créer un comité de pilotage politique et un mécanisme de réponse d'urgence, c'est exactement ça. Le mécanisme de réponse d'urgence, ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir envoyer soit des policiers, soit des soldats en urgence aux frontières de tel et tel État. Donc l'Europe... C'est lié aussi à l'évolution des opinions européennes sur cette question. Bien sûr, l'Europe est paradoxalement, je pense, plus solide sur son refus d'affronter le défi migratoire aujourd'hui. Encore une fois, je pense qu'on peut le regretter. C'est un débat qui est triste, c'est un débat dangereux pour les valeurs européennes. La deuxième chose, c'est vers quoi on va? On va vers la généralisation de ce qu'on appelle en Grèce les hotspots, c'est-à-dire des centres d'accueil qui sont situés à l'extérieur des frontières européennes et qui permettent, pardonnez-moi l'expression, de filtrer les migrants. Je sais que c'est des expressions très difficiles, mais c'est la réalité de ce qui est en train de se passer et je ne vois pas comment l'Union européenne va l'éviter. Il y a aussi la question des frontières intérieures, Myriam Hmelal. Là, en l'occurrence, la réforme de Schengen, ça peut être aussi ça peut être de déroger à ce principe général qui veut que les hommes circulent librement au travers de ces pays européens. Oui, je pense que ça fait partie aussi des objectifs de la réforme. Mais ce qu'il faut souligner aussi, je pense, c'est qu'il faut qu'il y ait plus de solidarité entre les pays. On est tous d'accord sur le principe, il y a trop de vagues migratoires, ça arrive trop vite, on n'arrive pas à faire face, mais il faut aussi être d'accord sur le partage. Ce n'est pas toujours les mêmes pays qui vont recevoir ces migrants, qui vont s'en occuper. Il faut qu'il y ait une vraie solidarité. Vous pensez à la Grèce, à l'Italie. Absolument. Et comment traiter, Myriam Hmelal, aussi les pays extérieurs à l'Europe qui en usent parfois pour faire pression? Alors on a évoqué la Turquie d'Erdogan, il y a eu le Maroc aussi, à un moment qui a utilisé, avec Ceuta, avec les enclaves de Ceuta en particulier. Comment est-ce que l'Union européenne doit traiter ces pays-là, justement? De manière ferme. Il faut plus de fermeté dans les discussions. C'était évident, même si je me souviens de cette affaire de Ceuta avec cette vague migratoire qui est arrivée à un moment un moment opportun. Il y avait la crise du Sahara occidental, etc. Tension avec l'Espagne. Voilà, tension avec l'Espagne. Je pense qu'il faut une fermeté, il faut peut-être des sanctions, même si ce sont des pays avec lesquels la France entretient de bonnes relations. Il est difficile, même avec l'Algérie, l'histoire des visas, c'est très compliqué. Ce sont des choses, on hausse le ton, mais en réalité, c'est difficile parce qu'il y a des accords, il y a aussi des fortes communautés marocaines, algériennes, par exemple en France. Ça devient un enjeu électoral aussi. Donc tout ça, c'est vrai que c'est compliqué, mais il faut plus de fermeté. Alors comment exactement, je ne sais pas, mais pour éviter justement que ça devienne un moyen de pression, il faut peut-être taper sur la table, et peut-être pas que la France, mais de manière européenne, de manière plus unie, plus solidaire. Est-ce qu'en n'érigeant pas cette barricade que vous décriviez tout à l'heure, Richard Verly, l'Europe ne se rend-elle pas plus vulnérable justement au chantage de ses voisins? La difficulté, c'est que les migrants, c'est factuel, ils sont là. Donc vous êtes bien obligé de faire quelque chose. Vous vous souvenez, par exemple, on a vu les images des canaux qui vont vers l'Angleterre. Vous vous souvenez qu'il y avait certaines personnalités politiques françaises qui préconisaient de laisser partir les migrants vers l'Angleterre. C'est juste impossible. Il y en a plus de 27 je crois, qui sont morts récemment. On a lu leurs histoires tragiques qui ont été racontées. C'est pas possible. Donc de toute manière, l'Europe, c'est un jeu où il n'y a pas de plan B. Ça n'existe pas. Il y a un plan A qui serait de recevoir, et on a vu que ça ne marchait pas pour des tonnes de raisons, et il y a un plan C qui est de les empêcher de venir, ou en tout cas de les accueillir à l'extérieur des frontières de l'Union, et de pouvoir
progressivement faire entrer ceux qui sont éligibles à l'asile, avec la difficulté que les conditions d'asile, et là c'est le grand enjeu de Schengen, ne sont pas les mêmes selon les pays. Et je sais qu'il faut aussi penser à la lutte contre les passeurs. C'est vraiment quelque chose de très important. Moi, j'ai pu discuter avec des gens qui ont quitté notamment l'Algérie de manière clandestine et qui me disent qu'ils avaient plusieurs propositions. Il y avait des bateaux qui faisaient la traversée d'Oran aux côtes espagnoles en 1 heure, en 2 heures, en 4 heures, selon le prix. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, bon, ben voilà, il y a toute une offre qui est proposée à ces personnes désespérées qui veulent quitter la crise économique, la crise politique, etc. Et puis face à ça, on ne lutte pas contre ces passeurs. Il faut aussi avoir un plan concret pour lutter contre les passeurs, pour que justement cesse cette vague migratoire incontrôlée. Un business effectivement extrêmement lucratif pour ces passeurs que vous évoquiez, évidemment aux dépens des migrants. Merci à tous les deux d'être venus débattre sur ce plateau. Vous n'allez pas partir comme ça tout de suite. On a des cadeaux. On a un dessin, vous allez voir, un dessin d'Erwan Terrier, bien sûr, et son regard sur cette crise migratoire. Erwan. Et oui, il existe une pêche que personne ne se dispute. Après vous, je vous en prie, mais non, je n'en ferai rien. Merci Erwan, merci Myriam Amellal, merci Richard Verly. Et c'est maintenant l'heure de retrouver quelqu'un qui aime à faire son intéressant. C'est l'inimitable David Castello-Lopez, bien sûr, et ses questions toujours intéressantes, bien sûr. Ce soir, faire payer quelque chose 99 € au lieu de 100, est-ce que ça marche vraiment ? Est-ce que ça marche vraiment de faire payer quelque chose 99 € au lieu de 100 ? Vous aimez acheter des choses ? Ça tombe bien, nous vous proposons d'acheter une chose pour seulement 1,99 €. Oh, la bonne affaire ! Quand on regarde les prix dans un supermarché ou sur Internet, on a souvent l'impression qu'ils se terminent par 9 ou par 90. Et ce n'est pas qu'une impression. Plusieurs études réalisées aux États-Unis ont estimé qu'entre 1/3 et 2/3 des prix de vente dans les magasins se terminaient par un 9. L'idée qu'il y a derrière, c'est que cela permettrait aux magasins de vendre plus de choses et donc de gagner plus d'argent. Mais alors, est-ce que ça marche ? Eh bien, je vais vous le dire. Intéressant. Et la réponse dans l'ensemble, c'est oui, ça marche super bien. C'est ce qu'ont montré à peu près toutes les études sur la question que l'on peut trouver. En 2003, par exemple, Eric Anderson et Duncan Semester, tous deux professeurs de marketing dans des grandes universités américaines, ont fait l'expérience suivante. Ils ont contacté une entreprise de vente de vêtements par correspondance et ils ont divisé les clients de cette entreprise en 3 groupes. Au premier groupe, ils ont envoyé un catalogue avec des robes dont les prix se terminaient par 9, par exemple 39 $. Au second groupe, ils ont envoyé un catalogue avec des robes qui coûtaient par exemple 34 $. Et au troisième groupe, un catalogue avec des robes qui coûtaient par exemple 44 $. Résultat, les gens qui ont reçu le catalogue avec les prix se terminant par un 9 ont acheté 40% de robes en plus que les autres. Une autre étude a montré que lorsqu'un magasin augmentait ses prix de 1 centime, en le faisant passer par exemple de 2,99 à 3 $, les clients, eux, avaient l'impression que l'augmentation était de 15 à 25 centimes. Alors, pourquoi est-ce que ça marche ? Eh bien à cause de ce que les chercheurs en psychologie appellent l'effet du chiffre de gauche. En gros, lorsqu'on voit écrit 2,99 €, on a tendance à se dire que c'est 2 € et quelques plutôt que presque 3 €. Ah ouais, donc les gens ils sont bêtes en fait. Oui, mais pas complètement. Parce qu'il a été démontré que cet effet ne marche vraiment bien que lorsqu'on n'a pas vraiment d'informations préalables sur le produit qu'on achète. En revanche, lorsque ce sont des choses que les gens ont l'habitude d'acheter, ils ne sont pas dupes. Acheter notre baguette de pain à 1,99 €. Ouais, 2 € quoi. Non, 1,80 €. Bon, tu arrêtes maintenant. D'accord. Intéressant. Eh ben voilà, c'est limpide. Merci David Castello-Lopez. Et nous accueillons pour la suite de ce club du renfort. Bienvenue à vous, Annika Jores. Vous êtes correspondante en France de l'hebdomadaire allemand Die Zeit. Ravi de vous accueillir ce soir. Et à vos côtés, Ziad Limam. Bonsoir Ziad, directeur et rédacteur en chef d'Afrique Magazine. Bienvenue à vous Ziad. Et nous allons continuer avec un autre dossier d'actualité, Frédéric. C'est, donc 2 ans déjà, la crise sanitaire, bientôt 2 ans, la crise sanitaire qui continue. Donc. Oui, et la sensation d'une bataille qui n'en finit jamais, Renaud, face à la 5e vague et à la menace du variant Omicron. Les pays européens cherchent la parade. Certains pays menacent déjà ou envisagent déjà la vaccination obligatoire. Faut-il, selon vous, durcir encore la politique sanitaire, Ziad Limam ? J'en ai aucune idée. Je pense que personne n'en a aucune idée. Je pense que par principe, à partir du moment où les variants sont déjà très disséminés, que ce soit le Delta ou le Omicron, je ne suis pas sûr que fermer les frontières de manière, j'allais dire, très autoritaire, retomber dans le schéma de février, mars, avril 2020 soit très, très productif. Mais c'est ça, on a l'impression que tout a été essayé, au fond. Oui, mais parce que, comme l'a dit d'ailleurs
le président Macron la semaine dernière, c'est le virus qui est le maître des horloges. Nous, on ne fait que subir et on ne fait que subir ces mutations, ces évolutions. Bon, après, on est moins démunis quand même qu'il y a 2 ans. On a les vaccinations. Je sais qu'il y a tout un débat théorique sur le fait que les vaccinations pourraient elles-mêmes, enfin chez les conspirationnistes, les vaccinations pourraient elles-mêmes faciliter, j'allais dire, la résistance des virus. Mais je pense que la vaccination, ça fonctionne. Je pense que les passes sanitaires, ça fonctionne. Je pense qu'il y a quand même une certaine mise en place de la société qui s'est habituée à vivre avec ce virus. On le voit dans les lieux de travail, on le voit dans les lieux publics. On voit que les gens sont malgré tout, même s'ils sont fatigués, même s'ils sont usés, même s'ils sont déprimés, moi je trouve, les gens sont habitués à vivre avec et ils veulent pas changer absolument de vie. Donc je pense qu'on est parti pour ça. Après, Omicron, est-ce que c'est la catastrophe qu'on nous prédit ou pas? On n'en sait rien, on le saura dans 15 jours. Annika Johannes, la vaccination fonctionne, c'est indéniable. Le pass sanitaire fonctionne, y compris à l'échelle européenne. Et pour autant, on le voit, avec cette nouvelle vague, il y a à nouveau des pays européens qui prennent des mesures différentes. C'est-à-dire que le pass ne suffit pas pour circuler, parfois pour entrer dans certains pays européens. Il faut en plus, certains pays ont rajouté des tests. Donc on voit à nouveau l'unité européenne qui est bousculée par cette vague. Oui, bien sûr. Pour entrer en Allemagne, par exemple, il faut le test ou même être en quarantaine si on n'est pas vacciné. Mais je pense, comme dit mon collègue, on ne sait pas trop à quoi s'attendre avec Omicron et je serais quand même prudente avec des nouvelles restrictions parce que si vraiment le vaccin protège moins et on est toujours contagieux, à quoi ça sert de mettre encore plus le vice pour les non-vaccinés, par exemple, ou faire le vaccin obligatoire? Je pense que ça, c'est une voie un peu dangereuse parce qu'on ne sait pas si les vaccins sont toujours aussi efficaces. S'ils sont moins efficaces, est-ce qu'on peut obliger quand même la population à se faire vacciner pour un vaccin qui est a moins de succès que celle d'avant? Donc c'est très dangereux cette voie, je pense. Alors Annika Johannes, vous évoquez cette voie, ce débat qui naît sur la vaccination obligatoire. Un pays voisin de l'Allemagne, l'Autriche, qui est déjà converti à la vaccination obligatoire, qui entrera en vigueur en Autriche à partir du mois de février. Mais en Allemagne même, eh bien, le nouveau patron, si j'ose dire, s'est converti au principe. Oui, l'Allemagne envisage sérieusement cette option. Écoutez le chancelier allemand Olaf Scholz. Tant de personnes sont désormais en soins intensifs parce que trop ne se sont pas fait vacciner. Dans ces circonstances, où nous avons suffisamment de vaccins, c'est une position moralement justifiable de dire qu'afin de nous protéger tous, tout le monde devrait être vacciné si possible. Alors, tout le monde, oui, pourquoi pas, vaccination obligatoire ou pas. Est-ce qu'il y a encore une acceptabilité sociale, comme on dit, pour ces tours de vis supplémentaires, selon vous ? Pour l'instant, il y a une fine majorité qui est pour cette vaccination obligatoire, mais tout dépend de l'efficacité, encore une fois, parce que le vaccin qu'on a, c'est contre la variante Delta, enfin, avant le Delta même, donc c'était pour la variante avant. Il y a Delta qui a déjà diminué l'efficacité. Maintenant, il y a Omicron qui va encore diminuer probablement l'efficacité, donc il faut attendre... Pour l'instant, on estime à peu près à 70% l'efficacité contre les formes graves de Omicron pour l'instant. Voilà, mais ça c'est juste au début, on ne sait pas comment ça va se développer dans les prochains mois. Donc dans l'incertitude, je pense qu'il est préférable politiquement de ne pas faire une obligation pour un truc qui s'avère peut-être moins efficace. Oui, au risque de radicaliser encore les minorités, pour le coup, anti-vax ou anti-pass. Mais la réalité aujourd'hui, dans la plupart des pays européens, à quelques exceptions près, c'est que le pass est une forme de vaccination obligatoire. Soit vous vivez en marge de la vie publique pratiquement, soit vous avez un pass et le pass, voilà. Donc on peut effectivement symboliquement dire ça devient obligatoire. Et je comprends les gens qui peuvent exprimer des réserves. Je ne parle pas d'éthique médicale, là, je parle d'éthique politique, c'est-à-dire de dire est-ce qu'on peut imposer de manière politique ce genre d'obligation ? Mais la réalité aujourd'hui, c'est que le pass, à mon avis, le pass va s'étendre. Je pense qu'on va en France, on va vivre avec. En France, il a effectivement poussé la vaccination. Oui. Ça a fonctionné de ce point de vue-là. Et ce qui est très compliqué, moi je trouve, plus que les vaccinations obligatoires, c'est de se mettre d'accord à l'intérieur des pays de l'UE sur des protocoles cohérents d'un pays à l'autre. C'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire si vous changez de pays, si vous vous déplacez, il y a des tas de gens qui vivent à cheval. Je rappelle qu'en 2020, par exemple, les gens qui vivaient en Suisse et les gens qui vivaient en Allemagne ont été séparés pendant des mois. Oui, c'est une compétence nationale. Oui, l'urgence, c'est d'avoir des protocoles de soins qui sont cohérents sur toute l'Union. L'urgence, c'est d'avoir des documents qui sont cohérents pour l'Union et pour les gens qui viennent à l'extérieur de l'Union. Je pense qu'on est rentré dans cette phase-là maintenant. On est rentré dans la normalisation
de la vie avec le virus, parce qu'on voit que ça va durer. Peut-être que celui-là, c'est la dernière version du variant, peut-être qu'il y en aura d'autres. Donc, il faut qu'on s'organise pour vivre de plus en plus avec. Et la question qui, moi, me semble enfin plus importante encore que l'obligation vaccinale, c'est la question de la vaccination des enfants, qui va être un véritable débat, je pense, musclé dans la plupart des pays, parce que là, on rentre aussi dans une forme d'inconnu. C'est-à-dire que, bon, autant sur les adultes, on a des éléments à peu près fiables, autant sur les enfants, c'est moins clair. Même si, Annika Juras, les autorités sanitaires européennes valident les vaccins reconnus pour les adultes, pour les enfants de moins de 11 ans, mais il y a un risque politique, justement, si ce débat s'engage sur la vaccination des enfants? Oui, même si la plupart des gens approuvent maintenant le vaccin pour les adultes, pour les enfants, c'est encore toute une autre chose. Enfin, quand je regarde les discussions qui ont lieu devant l'école de mes enfants, c'est très, comme vous dites, c'est très musclé. Mais moi, je vois encore une autre urgence de santé publique, carrément, en Europe, qui est moins débattue, mais je pense qu'on a un peu négligé le fait que on est aussi très susceptible en Europe, plus que d'autres pays, peut-être parce qu'on est plus âgé et plus à risque. On n'est pas en bonne santé. Enfin, la majorité des personnes en Europe n'est pas en bonne santé. C'est quand même grave pour des pays riches. Et je trouve, on n'en discute pratiquement pas, mais ce serait important d'en parler. Comment diminuer l'obésité, par exemple, qui commence déjà à l'âge d'enfant et tout ça. Et ça, ce serait un sujet, je pense, de l'avenir. Pour toutes les variantes à venir, ça sert. Un mot de conclusion. Juste un point aussi, c'est qu'encore une fois, l'Europe est le centre de l'épidémie, mais ce n'est pas le centre de la lutte contre le Covid. Il faut rappeler que si on ne vaccine pas les 2/3 de l'humanité entre 2022 et 2023, on aura de toute façon la permanence et la résurgence à cause de la circulation du virus. Il y a d'autres variants qui risquent d'apparaître, évidemment. Donc il faut absolument vacciner toute l'humanité. Et pas seulement, figurez-vous, la vaccination, c'est indispensable, ça fonctionne, on le disait à l'instant, mais il y a aussi des mesures barrières, des mesures de précaution élémentaires à prendre, n'est-ce pas, Erwan Terrier? Absolument. Français, changez de masque aussi souvent que vous changez de slip. Voilà, et ben voilà, merci de ce conseil vie quotidienne, Erwan Terrier. Et c'est l'heure maintenant de votre point .com. Oui, on va essayer on va changer de sujet. Ouais. Voilà. Votre point .com, c'est donc une affaire de gros billets. Oui, on fêtera la semaine prochaine, Renaud, les 20 ans de l'euro. Et oui, on n'a pas tous les jours 20 ans. Le 1er janvier 2002, les premiers billets d'euros avaient été mis en circulation. Et pour cet anniversaire, eh bien, la Banque Centrale Européenne a décidé de repenser le design de ces billets. L'idée, a expliqué Christine Lagarde, la présidente de la BCE, c'est de les rendre plus parlants pour les Européens, de renforcer le sentiment d'unité, pas toujours présent en Union européenne. Et pour cela, donc pourquoi pas d'y faire apparaître des personnages historiques, des personnalités européennes. Vaste chantier quand on sait qu'à l'époque, les 11 membres fondateurs avaient déjà eu énormément de mal à se mettre d'accord et il avait fallu inventer des ponts abstraits, des arches imaginaires pour ne froisser aucune susceptibilité nationale. Nous voici donc 20 ans plus tard à l'ère des réseaux sociaux et le lancement de ce chantier qui doit aboutir en 2024 a donné des idées plus ou moins farfelues à nos internautes. Alors pourquoi pas Mylène Farmer a suggéré quelqu'un sur Twitter, ou bien un autre de nos monuments nationaux, Rabbi Jacob. D'autres ont imaginé Zidane pour les billets de 10, évidemment. Pas sûr que ça plaise aux compatriotes de Materazzi. Ou alors Gainsbourg pour les billets de 500, pour ceux qui s'en souviennent, évidemment, à brûler. Ou bien dans un tout autre registre. Alors là, Stéphane Bern, bah oui, chacun a sa conception du patrimoine. Imaginez les trocs que ça pourrait donner. Tiens, je t'échange mon billet de 5 de Francis Lalanne contre ton billet de 5 de Gérard Jugnot. Alors vous me direz, ça n'a plus grand-chose à voir avec l'Europe, tout ça, c'est vrai. Alors du coup, certains proposent de revenir à l'esprit des pères fondateurs européens. Attention, jeu de mots, pourquoi pas Jean Monnet. Oh. Oui, et plus sérieusement, le magazine... Vous l'avez, ouais. Vous l'avez? C'est bon. Plus sérieusement, le magazine Ouzbek Erika avait lancé l'année dernière, justement, une consultation sur ce sujet, une consultation en ligne. Et alors, beaucoup de noms avaient émergé à l'époque. Le vrai Jean Monnet, ET, mais aussi Platon, Aristote, Galilée, Darwin, De Vinci, Shakespeare, Einstein, pour les Français, Victor Hugo, Pierre et Marie Curie ou encore Simone Veil. Le débat est ouvert, mais comment les départager, évidemment, c'est toute la question. Il y a bien aujourd'hui un visage sur nos billets de 20 €, ceux qu'on utilise depuis 2015, rappelle un internaute, celui de la déesse Europa. Mise à part elle, d'après lui, n'importe quelle personnalité entraînerait des frustrations et des débats sans fin.
Dit autrement, avec les mots d'un jeune d'aujourd'hui sur Twitter, laissez les ponts, frères, il n'y aura pas moyen de satisfaire tout le monde, à moins que l'on adopte la proposition de Greenpeace Europe, qui a lancé la sienne aussi, sur Twitter. Et si on mettait des animaux sur les billets en euros, ça pourrait être une excellente façon de célébrer la nature européenne, pourquoi pas. Mais surtout, quand on regarde en fait les commentaires sur les différents réseaux sociaux, et surtout à l'étranger, il y a une critique qui revient beaucoup. Quelle perte de temps et d'argent finalement, alors que le futur, ce serait l'euro dématérialisé, le numérique plutôt que le papier. Alors Annika Youres, alors qu'on voit ce dernier tweet d'un journaliste grec qui est à Bruxelles, je serais surpris qu'on utilise encore des billets en 2024, sauf pour des paiements illicites. Annika, des billets plus incarnés, bonne idée, compliqué à mettre en place, ou alors mesure d'arrière-garde. On sait que chez vous, en Allemagne, les gens sont très attachés en particulier à la monnaie papier. Encore. Ah oui, on utilise beaucoup plus qu'en France. Et moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ouais. Et évidemment, ça sera une discussion éternelle. Même pour les animaux, je vois déjà les discussions sur les ours ou les loups, parce que je pense qu'il n'y a jamais un sujet qui ne sera pas Ou Angela Merkel, pourquoi pas? Des billets Angela Merkel? Angela Merkel, ouais, mais à l'est de l'Europe, je ne sais pas si ça, si ça passe bien. Mais mais je pense qu'il faut le faire. Ouais, c'est une belle discussion, je trouve, sur les valeurs, les personnages. Je pense qu'il faudrait ça. Ça donnerait un nouveau souffle. Et la monnaie, c'est ce qu'on a tous les jours dans les mains. Donc, pourquoi pas, ouais. Une discussion à laquelle, Erwan Terrier, vous voulez vous aussi apporter votre écho? Oui, car tant que subsisteront des paradis fiscaux à l'intérieur de l'Europe, on peut adopter des nouveaux billets, on aura toujours la même devise. Chacun pour sa gueule. Merci Erwan. Et nous enchaînons avec la dernière actualité de ce club, Frédéric. C'est Emmanuel Macron qui s'apprête à prendre dans 11 jours, précisément le 1er janvier, la présidence du Conseil de l'Union européenne. Oui, le président français prononcera un discours au Parlement de Strasbourg le 19 janvier pour dévoiler sa version et répondre aussi aux eurodéputés. Évidemment, il met en avant ses bonnes relations avec Mario Draghi, avec Olaf Scholz, le dirigeant italien et allemand. Mais pour autant, Annika Youres, en 6 mois, c'est la durée de cette présidence tournante, est-ce qu'il peut vraiment faire avancer des choses ? Enfin, je pense sur le plan européen, Macron il est quand même le plus ambitieux. Enfin, en tout cas, en Allemagne, on le voit comme ça. Il est connu pour ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que longtemps en Allemagne, on a cru que Macron, c'est quelqu'un de gauche ou pratiquement vert, parce que normalement, c'est les visions des verts et les de gauche allemands qui ont la même vision de l'Allemagne. Parce que fédéral. Voilà, puisque fédéral. Donc, il est très bien vu pour ça en Allemagne, pour sa vision de l'Europe. Et je pense que c'est vrai que ses propositions vont plus loin que ce qu'on a connu dans le passé. Par exemple, un nouveau plan pour les frontières de Schengen. Voilà, ou plus des budgétaires partagés comme on a connu dans la crise Covid. Donc je pense qu'il pourrait vraiment faire avancer l'Europe plus que ses prédécesseurs. Ziad Imam, y compris donc à peine 6 mois et en pleine campagne électorale en France. Moins de 6 mois, puisqu'en fait il aura 2 mois et demi, 3 mois avant d'être tenu par le devoir de réserve. Et certains pensent que peut-être on aurait pu le décaler. D'ailleurs, c'était plus ou moins prévu de décaler cette présidence pour éviter de tomber en plein débat. C'était envisageable. Franco-français qui est lui-même fortement impacté par les questions identitaires, de frontières, d'immigration, etc. Donc on voit le choc entre cette vision de l'Europe supranationale avec cette projection d'Europe puissance et en même temps un débat très étriqué en France sur il faut que je me barricade, il faut que personne ne rentre, Zemmour a dit c'est le grand remplacement. On voit bien le choc. Emmanuel Macron évoque lui une souveraineté européenne justement pour répondre un peu. Moi je trouve que le seul, Macron est un de ceux qui défend cette vision. La seule chose c'est qu'il ne peut pas le faire seul. Moi je continue à penser que Macron doit ouvrir des ponts avec les autres pays européens, parce qu'on ne peut pas décider que le chemin de l'Europe, c'est ça. Moi, je l'ai vécu parce que j'ai 42 ans, je l'imagine. Non, j'ai besoin d'alliance avec l'Allemagne, j'ai besoin d'alliance avec l'Italie. Il y a eu un traité signé avec l'Italie récemment. J'ai besoin d'alliance avec les pays frugaux qu'il faudra bien convertir d'une manière ou d'une autre à cette dimension d'Europe puissance, parce que cette dimension d'Europe puissance, elle dépasse la politique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire demain entre la Chine, la Russie, les États-Unis, comment à 400 millions, comme vous disiez, riches et un peu obèses, c'est ça la vérité, comment ce continent riche et un peu obèse va pouvoir se trouver une place dans l'histoire, comment il va gérer les migrations qui sont autour de lui, qui sont venues de pays qui ne sont ni riches ni obèses, et qui sont des pays en crise. Donc tout ça, ça mérite
qu'on dépasse la structure actuelle. Mais est-ce que lui, tout seul, par magie géniale, tac, avant les élections françaises, il va y arriver? Je pense que ça mérite un peu plus que ça. Et vous parliez d'ailleurs de discuter avec les autres responsables européens. On a vu récemment Emmanuel Macron se rendre en Hongrie où il a rencontré Viktor Orban. C'est aussi à ce prix, le fait de pouvoir faire avancer l'Europe. Il faut aller serrer la main de tous les dirigeants, même ceux avec lesquels on est les moins d'accord. Je pense oui, dans un premier instant, oui. En même temps, il faut évidemment critiquer les violations des droits de l'homme qui sont à l'ordre du jour de Viktor Orban. Mais il peut quand même, on voit avec l'Allemagne qu'il y a plein de sujets où ils ne sont pas d'accord, par exemple sur l'énergie du futur. Est-ce que ce sera nucléaire comme en France? Ça fait très peur en Allemagne. Nous, on revient au gaz, ça fait très peur en France. Donc il y a plein de sujets de discorde, mais tant qu'il y a l'élan et l'envie de faire progresser l'Europe, de le faire plus forte, je pense que c'est possible, aussi avec le nouveau chancelier Scholz. Ce qui est étonnant, par exemple, on se focalise beaucoup sur l'énergie, ce qui est un vrai problème, mais on pourrait se focaliser, par exemple, sur les technologies digitales. On pourrait dire que c'est anormal que ce continent de 400 millions d'habitants riches et obèses n'ait pas d'industrie du futur digital qui soit comparable dans les 15 ans, 20 ans qui viennent avec les États-Unis, avec la Chine, l'intelligence artificielle, tout ça. Là, il y a deux directives en débat pour essayer de réguler les GAFAM. Oui, mais voilà, on régule, mais ce qui serait peut-être bien, c'est qu'on crée. C'est qu'on invente, qu'on imagine, qu'on mette nos forces en commun, qu'on réhabilite et qu'on relance les projets d'éducation intra-européens. Enfin, je trouve que c'est là que le débat, on est très sur la défensive. Et qu'on rêve à nouveau. Qu'on se remette à rêver. Et peut-être que ces 2 mois de semi-présidence européenne permettrait peut-être de lancer cette idée de rêve européen. Eh bien, rêvons tous ensemble, et rêvons avec Erwan Terrier, parce qu'effectivement, Emmanuel Macron est très ambitieux pour l'Europe, Erwan. Absolument, et quel rêve! Oh, Macron multiplie les variants. Président français, président de l'Europe, président canadien. Merci Erwan. Vous restez avec nous, bien sûr, mes amis, parce que maintenant, c'est l'heure, vous allez voir, de retrouver notre poète préféré. Le seul, l'unique Benoît Forgeard qui s'interroge gravement, une fois encore ce soir, faut-il boycotter les séries ? Bonsoir Renaud. Voilà des années que les séries suscitent un engouement planétaire, mais la façon dont elles sont conçues, étudiées pour maintenir le consommateur captif, est-elle bien morale? Faut-il boycotter les séries? Les aficionados de Dérive des continents le savent, cette chronique n'a rien d'addictif. Il est aisé d'en rater un épisode sans en concevoir la moindre frustration. Je passe beaucoup de temps à travailler à ça, car il me serait facile de retenir l'attention par toute une gamme de moyens plus ou moins grossiers, érotisme, Sylvain suspendu au-dessus du précipice, révélation surprise et j'en passe, afin de m'assurer une audience continue. Or, je ne le fais pas. Et si je ne le fais pas, ce n'est ni par paresse ni par manque d'ambition, mais par conviction, parce que j'aime vous savoir libre de passer votre chemin, l'esprit grand ouvert et les cheveux au vent. Mais les séries, elles, poussent-elles trop loin le bouchon ? Lorsqu'un jeune homme oublie de se nourrir et meurt de faim en visionnant d'une traite les 8 saisons de Game of Thrones, on est en droit de se poser 2 questions. Pareille mésaventure lui serait-elle arrivée devant Derrick ? Faut-il s'attaquer à Netflix et compagnie comme à des sectes dangereuses, au motif que leurs auteurs pénètrent les cerveaux et anesthésient l'intelligence ? Ce sont là des questions complexes qui mériteraient, si nous en avions le temps, réflexion. Car après tout, ne ressentons-nous pas tous un vif plaisir à être emportés par une bonne histoire ? À lire le thriller bien rythmé où chaque fin de chapitre nous oblige à prolonger la nuit blanche ? Ne demandons-nous rien d'autre à l'art qu'il nous accroche, nous dépossède de nous-mêmes ? Aussi, plutôt que de nous draper d'indignation, saluons cette nouvelle initiative de Jean-Michel Blanquer, dramatiser l'école, afin de donner aux élèves l'envie irrépressible d'aller au cours suivant. Pas de raison qu'il n'y ait que Netflix qui tienne en haleine, l'éducation nationale peut aussi bien y parvenir. Les profs d'histoire notamment sont invités à réécrire l'histoire, trop d'élèves se plaignant à juste titre d'en deviner trop souvent la fin. Cette nouvelle pédagogie suffira-t-elle à tous les mener vers la classe supérieure? C'est ce que vous saurez la semaine prochaine. Suspense. Merci Benoît Forgeard pour toutes ces bonnes résolutions pour aborder bientôt la nouvelle année. Mais d'ici là, bientôt Noël, bien sûr, Erwan Terrier, un dernier dessin. Et oui, ayez pitié s'il vous plaît des lutins du Père Noël. Arrêtez de passer commande sur Amazon. Merci Erwan, merci à tous mes amis. 28 minutes est terminé pour ce soir. Je vous retrouve demain à 20h05 et comme chaque soir, on va se quitter en musique bien sûr et que ce soit un clin d'œil à votre .com, Sonia. Et oui, vous cherchiez tout à l'heure de nouveaux héros pour illustrer nos billets en euros. Mais après tout, en a-t-on vraiment besoin? We don't need another hero, bien sûr. Tina Turner. À demain, tchuss.